musique comme ça en attente. C'est très très beau. Bonjour tout le monde. On est ravis aujourd'hui de recevoir deux entrepreneurs, d'autant plus deux entrepreneurs dans la tech, dans la data. Donc Zied et Adrien, que je laisserai se présenter après. Donc aujourd'hui, l'objectif vraiment, c'est, on voulait, côté Blend, vous montrer un peu vraiment des applications business très concrètes de la data ou de ce qu'on va appeler vraiment au niveau du grand public de l'IA. L'objectif, nous, comme ce qu'on dit souvent pour les personnes qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre, qui veulent créer des business autour de la data, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qu'on appelle l'IA, des fois, on peut éviter parce que dans un premier temps, pour se lancer, il faut vraiment attaquer l'essentiel. Il faut voir est-ce qu'on a besoin de mettre en place directement une sorte d'infra complexe et tout, ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par des choses simples. Il y a certains business, comme le business que vous allez voir avec Ziad et Adrien, où c'est nécessaire d'aller vraiment, c'est le cœur du produit. Donc, on en parlera un peu plus tard avec Ziad et Adrien. Je vais les laisser se présenter d'abord, présenter un peu la journée. Bon, merci Taïeb pour cette magnifique invitation. Salut à tous. Bon, on est très très heureux d'être là. Merci de votre participation. Donc, peut-être on se présente. Vas-y, à toi l'honneur. Merci. Quelle classe. Ouais. Alors, moi, c'est Zied. Je suis data scientist de formation, ingénieur en data science. J'ai fait 4 ans de conseil chez Capgemini, où j'ai travaillé à la fois sur des sujets data science dans le NLP, dans le traitement du langage naturel, langage écrit et parlé, et j'ai fait pas mal de projets NLP dans l'expérience client. Et tout ça, ça m'a amené progressivement vers le domaine de l'expérience client. C'est là où on a créé la startup Allo Review. On aura le temps de vous en dire beaucoup plus. Enchanté, moi c'est Adrien. Donc après avoir fait un master en data science, j'ai rencontré Zied et Yves-Marie, notre troisième cofondateur chez Capgemini Invent. Et c'est là qu'on s'est décidé à se lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Et moi, chez Allo Review, je suis le CTO, donc je suis chargé de toute la partie technique. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Personnellement, je suis vraiment ravi de vous recevoir pour plusieurs raisons. Parce que j'adore votre business, j'adore la techno qu'il y a derrière, et vos personnalités aussi. On s'est rencontrés Zied, maintenant, il n'y avait plus, c'était vraiment le Covid. Ça savait pas qu'on pouvait boire des bières à WeWork. Exactement. Ça fait longtemps. Donc, ça fait longtemps, hein. Ça fait un petit moment. Et voilà, à l'époque où vous venez de commencer et tout, et déjà, l'idée et le projet m'avaient interpellé. Et du coup, aujourd'hui, je suis vraiment très content qu'on puisse déjà échanger et qu'on puisse surtout partager l'expérience avec la communauté. Bah, écoute, avec grand plaisir. Comment vous voulez qu'on fasse pour les questions? Nous, d'habitude, on laisse les questions à la fin. On échange d'abord et après on laisse les questions à la fin. Pour information, vous pouvez poser toutes vos questions sur l'onglet questions et non pas sur l'onglet chat. Et après, s'il y a des Adrien, comme vous voulez, soit on lira à la fin, soit on répondre au fur et à mesure en fonction des parties. C'est comme vous le sentez. On peut faire en deux, selon ce qui arrange la communauté. Mais on peut faire en deux temps. D'abord, on vous présente Allo Review, donc le produit, la solution. On fait une démo ensemble, on teste tous ensemble. Je vous enverrai un lien pour que vous puissiez tester. Enfin, je peux vous l'envoyer dès maintenant d'ailleurs dans le chat. Vous testez la solution, on voit ce que ça donne en temps réel. Et après, on fait un focus sur une des briques NLP du produit et on regarde un peu le travail de recherche qui a été fait là-dessus et après, on répond à vos questions globalement sur tout ce qu'on aura présenté. Sophie est déjà au taquet. Sophie au taquet, mais au taquet sur l'onglet questions, Sophie, s'il te plaît. Mais franchement, justement, ça peut être vu comme un sujet de classification. Enfin, ce qu'on va présenter, ça peut répondre à cette problématique techniquement parlant.
Bon, peut-être on vous... C'est qu'on envoie le lien maintenant, comme ça pour la démo. Ah bah ouais, carrément, ouais. Je vais vous envoyer un lien, enfin juste un petit sondage de 2 questions. De 2 questions, tac, raccourcir pour pas que, hop. Je vais le mettre dans le chat. Si vous voulez jouer le jeu, on est 31, moins 2, enfin oui, enfin on se compte, mais en tout cas, si vous pouvez répondre, on peut commencer avec ça. C'est un petit sondage, à quoi ça sert? Nous, on est contre les enquêtes de satisfaction, je ne veux pas du tout influencer vos réponses, hein. Mais on voulait savoir, vous, est-ce que vous répondez ou pas aux enquêtes de satisfaction? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que vous utilisez les messages vocaux pour parler entre vous? Ça fera une magnifique introduction à ce que c'est Allo Review. J'ai la possibilité de voir les réponses. Moi, j'ai répondu. Oui, ouais, tu peux projeter, ouais. Tu peux projeter, c'est le bouton en bas partagé, tu peux projeter directement. Yes. C'est bon, cool. Ah, voilà. Ah ouais, ça fait. Vous pouvez voir les réponses en même temps. Ouais. Le mois dernier. Ok, c'est assez équilibré quand même. Ouais. Avez-vous envoyé un message vocal? Là, pour le coup, voilà, 3 personnes sur 10. Ouais. Ok, très cool. Je sais pas si... Ah ouais, il y a encore rien. Il y a 20 répondants. Très cool. Bah écoutez, ça nous fait une bonne transition. Donc voilà, concrètement, c'est il y a moitié-moitié. Enfin, il y a quand même plus de gens qui répondent, plus de participants qui répondent aux enquêtes de satisfaction que ceux qui ne répondent pas. Mais par contre, il y a 3 personnes sur 10, il y a 3 personnes sur 4 enfin 3/4 qui s'envoient quand même au moins une fois des messages. Donc, il y a quand même un certain intérêt pour la voix. Bah, ok, bah, je vous propose déjà de vous présenter juste rapidement ce qu'on fait chez Allo Review. Notre objectif, c'est vraiment pas de marketer Allo Review en tant que tel, c'est vraiment si à la fin de notre, je sais pas, on a combien de temps, on a encore 50 minutes ou un peu moins. Si vous apprenez un seul truc sur ce qu'on fait sur Allo Review, sur le NLP, on sera déjà très content. Si vous apprenez rien du tout, on va vous payer un voyage à Barcelone pour aller rejoindre Taïeb. Bon, donc, ouais, écoute. Alors, on est parti d'un constat qui est une meilleure écoute des avis clients, globalement, et quelque chose de nécessaire pour les entreprises. Pourquoi? Parce que quand on est consommateur, quand on a une mauvaise expérience avec une marque, on en parle beaucoup autour de nous. On en parle quelqu'un d'insatisfait, il en parle jusqu'à 15 personnes autour de lui, parce qu'il a eu un problème avec SFR ou autre, sans vouloir les nommer. Mais par contre, on est très rare à aller le dire à la marque en question. Donc, ça nuit beaucoup à la réputation, à l'image de la marque, sans pour autant qu'elles aient les moyens de comprendre pourquoi les gens ne lui disent pas ce qu'ils pensent des produits et des services. Et pourtant, on reçoit tous, que ce soit des consommateurs comme nous, mais aussi des entreprises qui s'envoient des enquêtes entre entreprises, quoi. Et donc, on reçoit tous des sollicitations de différents types, des appels, des enquêtes de satisfaction, des avis sur la possibilité de laisser des avis sur le web, etc. Il y en a plein. Mais on est rare. En moyenne, il y a 10%, il y a 9 personnes sur 10 qui ne répondent jamais aux enquêtes de satisfaction qu'on s'est envoyées par email. Et même ceux qui répondent, c'est en général, c'est soit les très très satisfaits, soit les pas du tout satisfaits. Mais les gens qui sont, c'est la majorité, donc 9 personnes sur 10, juste ils ne le disent pas. Ce qui fait que les entreprises ont que les retours extrêmes, et les retours extrêmes, ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de l'expérience. Si on essaie de comprendre ça, ça peut être dû à deux facteurs clés. Le temps, répondre à une enquête de satisfaction avec le nom, le prénom, la date de naissance, la profession des parents, enfin, et 10 000 questions, ça prend du temps. On dit que ça prend quelques secondes, mais finalement, ça prend beaucoup plus que ça.
Et ça manque un peu de touche humaine. Le format des enquêtes de satisfaction, ça a été mis en place dans les années 80. Ça n'a pas été revu. Il y a des gens qui juste allègent un peu, mettent des étoiles, mais du coup, ils perdent le contexte et la richesse de l'information, que ce soit textuelle ou parlée. Et ce côté un peu froid de cliquer sur des cases et noter de 1 à 5 ou d'écrire décourage un peu les gens à le faire parce qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt derrière. Voilà. Donc, on est venu, on avait une idée que je peux vous présenter dès maintenant, d'ailleurs. Si le lien veut bien s'ouvrir et si ma connexion Internet le permet. Oh là là. Vas-y, on passe sur une. Why? On est toujours, enfin, on est toujours, ouais, ok. Ouais. Et que, qu'est-ce qui lui arrive? Ah bon, ça a l'air de. Connexion, je crois. Il y a des chances. J'ai sur le portable quand même, mais il y a ce problème de connexion. Et avec un autre navigateur, par exemple. Hein? Pas Safari ou... Ah, bah, ça marche, écoutez. Donc, on a. Je vais mettre un autre cas que celui que je vais vous envoyer juste après. Donc, on a pensé à un nouveau moyen. Si je fais un séjour chez Accor ou si je suis en voyage, je prends le train pour aller quelque part. Pour laisser mon avis, c'est une nouvelle façon. C'est soit je scanne un QR code et j'arrive sur cette page web, donc il suffit d'avoir Internet pour l'avoir. Soit je reçois un email ou un SMS avec le lien vers la page, j'arrive dessus et je parle. Donc il y a des messages qui m'invitent à parler, je dis mais qu'est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que vous êtes content ou pas de votre expérience? Là je dis très content, super train, c'était bizarrement ponctuel et très propre. Bon. Donc là, ça récupère donc automatiquement la voix, ça l'analyse. Là, ils ont compris que j'ai eu une bonne expérience. Donc, il y a le smiley qui est content. Je peux laisser une note de satisfaction, mais je ne suis pas obligé parce que déjà, on a compris que c'est une bonne expérience. Et je peux laisser mes coordonnées si je ne suis pas identifié. Par exemple, quand je suis dans une gare et je scanne un QR code, je ne suis pas identifié. Si je reçois un email ou un SMS, donc je suis déjà identifié parce que c'est le canal sur lequel j'ai eu la sollicitation. Donc, c'est extrêmement simple. Ça prend vraiment quelques secondes. Si, de la même manière, hein, si vos trains sont nuls, ça fait 1 heure que j'attends. Donc là, bah, voilà, je n'étais pas content. Là, de la même manière, il y a un smiley triste qui dit voilà, on est désolé, etc. Donc, ce qu'on a essayé par cette nouvelle façon donc, de donner son avis, c'est de mettre en place quelque chose de nouveau. C'est une innovation, ça n'existe pas aujourd'hui, on est les premiers à le faire, qui change des enquêtes de satisfaction qui prennent énormément de temps. Si vous voulez, de la même manière où vous étiez très sympa de répondre aux 22, de répondre aux enquêtes de satisfaction, enfin au sondage, je vais vous envoyer un lien, une page. C'est une page démo, donc ne vous inquiétez pas, Fnac, ils ne vont pas voir ce que vous allez leur dire. Et vous pouvez cliquer sur le lien, et comme ce que j'ai fait moi, donc j'ai cliqué sur le microphone et parler, pouvez vous aussi parler, laisser un message sur votre dernière expérience avec la Fnac, que ce soit en ligne ou au magasin ou boulanger si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de parler à la Fnac, donc c'est vraiment pour voir. C'est vraiment pour voir. Pour votre expérience avec Blend, si vous voulez. Ou avec Tayem en particulier. Trop relou. Donc voilà. Peut-être dites-le si vous voulez, dans le chat quand c'est fait, quand on commence à avoir un nombre assez suffisant de personnes qui l'ont fait. Enfin, quand vous le faites, dites c'est fait ou done ou OK ou merci ou c'est mère ou ce que vous voulez. Et on passera sur l'analyse qu'on fait là-dessus, parce qu'on a vu quand on parle, il y a l'analyse de sentiments, il y a aussi d'autres choses, et ce sera l'occasion de voir quelle est l'analyse qu'on aura faite là-dessus.
Ah, adverse au sens mitigé? Ah, adversarial. Ah ouais, chaud. Top, bon. On baisse, on peut aller vers le. Ah, avec l'ironie. C'est pas simple. L'ironie, c'est la limite. Bon. Il met le point là où il y a toujours. C'est ça, mal. c'est un exemple qui revient souvent, surtout en NP. L'ironie, même pour certaines personnes, c'est difficile à comprendre. Donc, demander à un ordinateur. Mais tu as un exemple. Il y a des gens qui comprennent test, mal. On peut tester, hein, mais. Par exemple, quoi? Par exemple. Vas-y. Mais en général, ce qui est pas mal dans l'ironie, ceci dit, c'est que derrière, tu vas dire un truc qui n'est pas forcément terrible. Genre, la chambre était sale, merci pour le séjour. C'est une forme d'ironie. Ouais. Après, c'est un peu plus facile. Ah, c'est mon ordi, je crois, le coup du bâtard. Bon. Mais on peut peut-être tu as une idée d'un truc d'ironique. On va être biaisé. Si vous voulez essayer quelque chose d'ironique, parce que nous on va être biaisé, on va faire quelque chose qui marche. Non, j'ai même pas d'idée en vrai. Je sais pas. On a été mal accueillis, merci pour le séjour, tu vois, ou un truc comme ça. Ah, ouais, ou un truc un peu nuancé, par exemple. On a attendu trop longtemps, mais par contre, on a aimé les chambres. Donc, du coup, c'est nuancé, mais c'est pas ironique. Voilà. Et là, la magie de Disney, c'est que là, c'était il a dit, on a compris que l'expérience n'a pas été parfaite. Donc, il a vu du bien et du moins bien. Bon. Donc, en vraiment temps réel, il y a 1 seconde ou 2 de décalage entre l'enregistrement et l'analyse. C'était beaucoup. Je mets octobre. Il y a un dashboard qui se met à jour. Comment faire? Ah ouais. Il y a un dashboard qui se met à jour avec certains KPI de satisfaction client, on va dire. Je vais directement à bonne disponibilité des articles, très bon accueil. Voilà, ça vient d'arriver normalement. Disponibilité des articles. Bon et très bon accueil. La queue d'attente est vraiment très longue. On a mis beaucoup de temps pour payer. Voilà. Donc, ça parle du prix et du paiement et de l'attente. Bonne expérience globalement, ça va. C'est nul, pas content. Et surtout, pas du tout aimé avec la FNAC. J'ai plutôt aimé avec la FNAC. Bon accueil, donc on parle du service client. J'ai plutôt aimé. J'ai une bonne expérience avec la FNAC. Cool. Bon. Je n'ai pas reçu mon dernier livre et je suis très embêtée. Donc, le produit à la livraison, bon, on va y arriver, mais c'est cool. Merci d'avoir pris le temps de donner des avis. Donc, ce qu'on a vu, c'est que quand on donne un feedback, on ne pose pas de questions, on ne demande pas à la personne de parler des livres ou de la livraison. Et pourtant, dans l'analyse, on rattache automatiquement chaque feedback à une ou plusieurs catégories d'une manière automatique. Il faut savoir que ces sujets, donc ce qui intéresse la FNAC, ce n'est pas ce qui intéresse Air France. Donc, c'est le client qui nous donne les sujets qu'il a envie de suivre. On fait en sorte à ce que l'ensemble des feedbacks laissés à l'oral soient rattachés à ces sujets. Ces sujets, on peut les suivre globalement dans le temps pour avoir, par exemple, des alertes quand il y a un problème sur un sujet. Par exemple, quand j'ai un problème de livraison, je peux avoir une alerte. Voilà, je sais que tel jour, j'ai un pic de commentaires qui partent de la livraison, donc il faut que je regarde le sujet. On a aussi un niveau intermédiaire entre ces catégories, on va dire, très macro, et le détail de l'ensemble des avis laissés en mettant les expressions les plus représentatives. Donc, par exemple, je veux voir globalement ce que les gens disent sur un délai d'attente. Je peux avoir un peu les expressions les plus représentatives. Si ça intéresse, je peux vous en dire plus. Et aussi, je peux avoir d'autres, par exemple, je peux avoir les personnes citées, les produits, etc. Donc, ce sont des entités nommées que vous connaissez sûrement. Et il y a encore deux avis qui sont arrivés entre-temps, c'est cool.
Et du coup, sur l'ensemble des avis que vous avez donnés donc à l'oral, on les retranscrit en texte, on analyse le ou les sujets évoqués, on identifie la partie qui est responsable de chaque sujet, donc l'indicateur de chaque sujet, le sentiment associé, donc ça revient à dire on a fait une enquête de satisfaction mais sans poser la question, et le sentiment global. Donc là, vous avez vu, quand c'est jaune, c'est mitigé, c'est-à-dire il y a du positif, il y a du négatif. Quand c'est blanc, c'est que c'est du neutre. Et quand c'est vert, c'est que c'est du positif globalement. Donc voilà, hein, c'est à peu près ça le produit. Peut-être juste, on peut, entre-temps, pour pas, comment faire ça? J'arrête le partage, comme ça vous ne voyez pas l'écran où je… Si vous avez des questions, sur le produit en tant que tel, sur la démo, autre que peut-être mais on vous dira si c'est la partie NLP, si on va y répondre après à la fin ou pas. Mais en tout cas, c'est le moment de les poser maintenant et on pourra y répondre tout de suite. Je précise des questions vraiment sur le produit. Hein. Toutes les questions, comme on l'a dit, sur toute la partie NLP, etc. On va revenir dessus dans la deuxième partie. Hein. Cool. Moi, je n'ai pas de question, mais j'ai une remarque qui est très intéressante sur l'exemple qu'a pris Ismaël sur l'ironie. Ismaël, je suis sûr que tu es soit data scientist, soit développeur, mais en tout cas ingénieur, c'est sûr. Voilà. Pourquoi? Parce que, j'attends ta réponse pour voir. Ismaël, déjà, il dit qu'on est le futur d'Alexa français. Donc, ça fait plaisir. Data scientist, j'étais sûr. Merci Ismaël. Ça, c'est un point hyper important. Pourquoi? Nous, après, de fait, je vois notre boîte et tout, on voit beaucoup de data scientists, on forme beaucoup de data scientists, des ingénieurs, des développeurs, etc. Et en fait, là, vous êtes entrepreneurs, les deux, les gars, donc votre objectif n'est pas d'aller chercher les exceptions, mais d'aller vraiment aller chercher ce qui vous intéresse le plus, c'est on va dire l'apport opérationnel que vous allez apporter à vos clients. Par exemple, je sais pas moi, je prends le cas de la SNCF, si vous dites, OK, sur l'année, vous allez récolter, je sais pas moi, 3000 avis. Sur ces 3000, combien ils vont y en avoir qui vont utiliser l'ironie ou qui vont faire exprès de dire, ouais, vous avez des gros $1, juste comme ça pour dire des conneries. Donc, c'est un peu ça tout le calcul qui doit être fait. En gros, on peut toujours trouver des exceptions, mais quel est mon apport opérationnel de manière globale? Et ça, c'est le premier truc qu'on fait dans les formations. Où voilà, les data scientists, en tout cas, les data scientists, on va dire débutants, ils ont cette hype du R carré, etc. De ouais, je veux faire performer mes modèles, mais c'est clairement pas l'enjeu principal. D'avoir vraiment, c'est pas comme ça qu'on définit un modèle performant. C'est évidemment un des critères qu'on doit prendre en considération, mais des fois, l'hyper-optimisation n'est pas toujours une bonne solution pour des enjeux opérationnels. Exactement, tout à fait. Et il faut aussi voir le point de départ aussi. On part d'où en quelque sorte? Aujourd'hui, on part sur les enquêtes de satisfaction, il y a des investissements énormes pour mettre en place des enquêtes, pour dire à qui on les envoie, par quels moyens, le système de mailing, le système de SMS qui coûte très cher parce qu'on paye à chaque envoi. Donc, nous, on ne s'en rend pas compte quand on reçoit un email, mais il y a un coût qui est derrière, etc. Il y a des personnes derrière qui analysent les résultats, etc. Donc, il y a vraiment des budgets qui sont mis en place pour un faible taux de retour. Et ça, c'est une frustration qu'on a remarqué chez la majorité des personnes à qui on parle. Et c'est juste que c'est un paramètre qu'on a accepté en quelque sorte. Les entreprises ont accepté qu'il n'y a que 9 clients, il y a 9 clients sur 10 qui ne répondent pas. Donc, ils font avec. Et là, quand on leur propose avec AlloReview, avec cette simplicité de le faire en quelques secondes, on arrive à avoir jusqu'à 4 fois plus de répondants. C'est-à-dire, ou dans certains cas, on monte jusqu'à 7 fois plus de répondants. Et ça, c'est énorme pour eux parce que ça veut dire quoi? C'est 4 fois plus de répondants. C'est-à-dire, si avant, sur 10 clients, il y a une seule personne qui me donne son avis, et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Si elle est contente, je la contacte pour lui proposer de parrainer un proche, ou si elle n'est pas contente, de l'appeler au téléphone, qu'est-ce qui ne marche pas, et de la fidéliser avant qu'elle aille chercher chez la concurrence. Là, on donne 4 fois plus d'informations. Donc, un panel 4 fois plus large de clients pour lesquels on a la visibilité sur ce qu'ils pensent des produits et des services qu'on leur vend. Et c'est un niveau d'information qui va beaucoup plus loin que la simple facture qu'on leur envoie à la fin du mois. Et ça a de la valeur.
Et sur ce 4 fois plus de clients qui donnent leur avis, on arrive à identifier jusqu'à 70% de promoteurs en plus. Promoteurs, c'est-à-dire des personnes contentes du service, mais qui ne le disent pas forcément. Et 40% de détracteurs, donc d'insatisfaits, qui juste, avec ils préfèrent râler sur le web ou aller en parler à des proches que le dire à la marque. Donc, c'est un moyen aussi de les fidéliser. Et ça, c'est important aussi. Peut-être juste un dernier chiffre aussi, un peu en lien avec ça, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est par rapport à des enquêtes de satisfaction, par exemple, sur 100 personnes qui répondent à des enquêtes de satisfaction et laissent un verbatim, vous savez, les verbatim, le texte à la fin que vous laissez dans l'enquête de satisfaction, quand les gens parlent à l'oral, ils parlent 3 fois plus longtemps. Donc, quand on convertit en texte, les gens sont à l'oral, sont plutôt à l'aise. C'est quand même le format le plus naturel, ce qu'on apprend à faire en premier, en fait, quand on est né, on apprend d'abord à parler avant d'écrire. Et du coup, les gens prennent plus le temps de parler. Et du coup, la richesse qu'on a en information pour la marque, elle est 3 fois plus élevée que juste le texte qu'on laisse nickel, merci, super, ou des choses comme ça, quoi. On a une question de Samy. Oui. Je ne sais pas si on a répondu ou pas sur le produit. Du coup, est-ce que ça permet de cibler produit par service en question de la revue? C'est en gros, ouais. Est-ce que c'est cette catégorisation en produit? Oui. D'ailleurs, vas-y, je te laisse. Sur la catégorisation en produit, il y a plusieurs éléments pour la catégorisation en produit. Comme on pourrait décider soit de classifier, comme on classifie les étapes de parcours par produit. Disons 3 éléments. Il y a on pourrait classifier par étape, on pourrait classifier par produit. Je peux repartager l'écran. Ah oui, pardon. Ouais. Oui, c'est vrai, le partage d'écran. Alors, je partage l'écran. Hop. Il y a 3 éléments sur lesquels on pourrait faire ça. Donc, hop, share. Si on voulait, si on disait qu'on voulait regarder les avis positifs et négatifs par produit, on pourrait classifier par produit. Ça ne poserait aucun problème. On pourrait aussi, là on n'a pas l'exemple, mais on a la possibilité aussi de filtrer. Par exemple, on pourrait imaginer un cas d'usage qui nous a été proposé, c'était de mettre des QR codes sur des boîtes d'un produit. Et on pourrait, pour chaque QR code, avoir un identifiant qui identifie le produit, ce qui fait que chaque avis, on pourrait l'associer à un produit. Et en fait, ici, on pourrait avoir un filtre supplémentaire qu'on a chez certaines enseignes qui permettrait de choisir par produit, de voir le dashboard par produit ou par plusieurs produits ou 2 produits à la fois. Et dernier élément qui permet de regarder, d'identifier par produit service, c'est ce qu'on appelle les entités nommées. Donc, c'est ce que vous voyez là et qu'on retrouve ici. Et normalement, là, il y a un onglet produit. Voilà, par exemple, dans les commentaires récents, je peux voir les commentaires qui sont liés au MacBook Pro. Appliquer les filtres. Donc, je ne sais pas c'est quoi la période qu'on a pris, mais bon, il y a un commentaire lié au MacBook Pro. Et donc, après, on peut voir spécifiquement les feedbacks associés à un produit ou un service. Hop là. Est-ce qu'il y a d'autres questions hors question NLP? Sophie, la question NLP, ne t'inquiète pas, tu auras ta réponse à la fin. Prédiction. Est-ce que les prédictions sont vérifiées avant d'être prises en compte dans les stats? Est-ce que les prédictions sont vérifiées avant d'être prises en compte dans les stats? C'est-à-dire, est-ce que le client, il y a 2, on peut le voir, c'est-à-dire les avis qu'on laisse à l'oral, qu'on a vu ensemble dans la page, ils peuvent aller dans deux directions différentes. Ces avis peuvent être rendus publics. Donc, par exemple, une fois que j'ai parlé à l'oral, je peux laisser mon avis, je peux publier mon avis sur Google Maps, par exemple. Et du coup, si je suis un commerçant, je suis un restaurant et je fonctionne beaucoup aux avis parce que les gens regardent des avis avant de venir chez moi, et je mets un QR code dans mon restaurant où les gens, à la sortie ou sur le ticket de caisse ou dans les cartes de visite, ça c'est par où, on a commencé par là quand on a commercialisé Allo Review. On scanne un QR code, on parle à l'oral et on retranscrit automatiquement le texte. Et quand c'est positif, on demande à la personne de cliquer sur le bouton et de publier sur Google. Et ça, c'est une offre qui a super bien marché avant que les restaurants ferment parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, quand on va dans un restaurant, si on est content, merci. Et en général, les restaurants savent s'ils font du bon boulot ou pas. Mais on est très rares, ou quelques restaurants sont rares à le faire, à demander vraiment. À l'étranger, ça se fait beaucoup. En France, un peu moins. À demander des avis. Donc,
quand on donne un avis, donc je rejoins la question sur la prédiction, est-ce qu'elle est vérifiée ou pas, le client, avant de publier sur Google, il vérifie que ce qu'on a retranscrit en texte correspond à ce qu'il a dit à l'oral. Parce qu'on ne publie pas au nom de la personne, c'est la personne qui a laissé le message qui clique sur le bouton et parle et ensuite publie sur Google. Donc, il vérifie si on a bien fait le travail ou pas de retranscrire fidèlement ce qu'il ou ce qu'elle a dit à l'oral. Mais est-ce que le client, est-ce que Fnac, avant de recevoir les avis sur son dashboard, est-ce qu'elle les vérifie ou pas? Ça, il n'y a pas de vérification. Pourquoi? Parce qu'ils nous font confiance. Parce qu'on a une technologie qui est plutôt pas mal. Et parce que aussi, il y a le point de Taïeb aussi tout à l'heure, c'est qu'aussi, on est sur du volume où même s'il y a une parce que l'erreur dans le NLP, l'erreur dans l'IA, globalement, elle est là, en fait, on vit avec. Donc, même si quand il y a une erreur, ça n'a pas forcément le volume. Et en plus, si je peux me permettre de rajouter, le gage de qualité, comme il y a un accès à commentaire par commentaire, l'analyse qu'on a faite, normalement, ça n'arrive pas, mais la marque peut vérifier d'elle-même si l'analyse est performante. Donc, on a ce gage de qualité-là aussi et cette vérification possible. Est-ce qu'on a encore des questions? Je pense que c'est dans l'autre sens. Samy, donc ciblé. Est-ce que vous avez utilisé… Ah oui, vous avez utilisé les services Amazon ou Google ou bien développé? Ça viendra juste après, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Les intentions, les entités de données, training de modèles par vos clients, les dashboards sont instantanés presque. Ouais, les dashboards sont vraiment instantanés. Et sur la deuxième partie. Et les entités nommées, on se garde ça, on répond ça dans la partie NLP. Du coup, je propose on peut passer à la partie NLP. On a… il faut que… Carrément, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Un mi-parcours environ, passer à la partie NLP. Allez. Donc, juste une petite intro avant rapidement, pour pas que ça soit trop brut, le passage de la démo à… ce qu'on a vu, c'est que donc on parle à l'oral, on laisse pas on note pas un sujet plus qu'un autre. On parle pas de la livraison particulièrement. C'est l'inverse des enquêtes de satisfaction. L'avantage des enquêtes de satisfaction, c'est qu'on pose beaucoup de questions, donc on sait ce que les gens ont dit sur le service client, sur le délai d'attente, sur la livraison. Nous, on le fait pas. Et du coup, l'enjeu, le challenge qui était techniquement derrière, c'était de dire que en temps réel où j'ai les avis, je sais les classer. Donc, on parle d'un sujet de classification, des feedbacks vers des sujets. Et les sujets sont prédéfinis. Donc, c'est le client qui nous demande de dire j'ai envie de savoir quels sont les clients qui m'ont appelé pour des problèmes Covid, quels sont les clients qui m'ont appelé pour un suivi de commande, etc. Donc, c'est le client qui définit les sujets. Donc, les catégories en sens… les classes au sens statistique. Et donc, on a un problème de classification avec des classes déjà prédéfinies et une donnée brute du texte à l'entrée. C'est ça le sujet. Pour le faire, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a trois façons de faire. Ça, je ne vous apprends rien là-dessus. Il y a le supervisé, donc de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire un humain qui supervise la machine pour lui dire sur un mois de données, pour chaque feedback, voilà la vérité des sujets qui ont été traités. Soit du supervisé, c'est-à-dire si on le fait sur un petit échantillon et on élargit plus large par des modèles gaussiens ou par autre, soit du non supervisé. Donc non supervisé, c'est-à-dire sans apprentissage, on fait ce rattachement. Nous, on est parti sur le non supervisé pour plusieurs raisons. L'avantage du supervisé, c'est la qualité, c'est la précision. Vu qu'il y a un humain qui donne la vérité, donc la vérité terrain, le ground truth, pour chaque catégorie, en général, les prédictions sont bonnes au bout de X temps d'apprentissage. Par contre, ce n'est pas du tout flexible. Pourquoi? Parce que si demain, j'ai un client, j'ai Fnac par exemple, ils me disent on a mis en place un protocole Covid pour l'entrée dans les magasins, j'ai envie de voir aussi les avis qui parlent du Covid. Je dois faire appel à un expert chez eux, ou à quelqu'un, ou à nous, chez quelqu'un de chez nous, pour qu'ils reprennent l'ensemble des avis, les retaguent pour identifier ceux qui parlent du Covid et réentraîner le modèle derrière. Il faut qu'il y en ait assez aussi. Il faut qu'on ait assez, enfin voilà, parce qu'il y a aussi une question de volume aussi. Donc, ce n'est pas du tout flexible. Là, autant c'est beau à faire, etc., mais concrètement, sur le terrain, ce n'est pas du tout flexible.
sachant que des clients, ils peuvent changer de sujet d'une semaine à une autre parce qu'ils ont des priorités différentes. Donc, on ne peut pas se permettre de réentraîner toutes les semaines. Donc, on est parti sur une approche supervisée, non supervisée. Par contre, dans le non supervisé par rapport à ce qui existe aujourd'hui, on fait du topic mining, on fait du clustering, etc. On part sans a priori. C'est-à-dire, on part un peu à la découverte du trésor caché. On dit, bah, voilà, on a 1000 feedbacks, on a envie de quoi ça parle. Ça nous sort des topics, des keywords par topic, etc. Ça, ce n'est pas quelque chose de satisfaisant pour nous parce que nous, on veut, pour des catégories très précises, les labels sont bien définis. On a envie de savoir, pour ces labels en particulier, qu'est-ce que les gens pensent. Et si on fait une approche non supervisée, on n'a pas cette finesse de partir sur des catégories déjà prédéfinies et aussi, on n'a pas le coverage de l'ensemble des sujets. Quand on fait du non supervisé, on ne sait pas forcément si l'ensemble des sujets que le client veut sont couverts ou pas. Et du coup, ça n'a pas été suffisant pour nous. On a mis en place, depuis qu'on était chez Capgemini, une approche non supervisée, mais originale, qui a été, je peux vous mettre le lien d'ailleurs, dans le chat. Là, je partage mon écran. Ah oui, je partage mon écran. Là, ouais, qui a été primé, enfin récompensé, présenté, accepté par ACL, donc Association for Computational Linguistics, qui est la première conférence mondiale dans le NLP. Ça veut dire là où, enfin, c'est la conférence avec le taux de sélection le plus bas. On est entre 2 et 4%. Cette approche, dont l'idée est assez simple. C'est du non supervisé avec une connaissance expert et des word embedding. Concrètement, on est parti du principe, sans rentrer dans les détails, vous aurez le papier, vous allez tout comprendre. On est parti de l'idée et on s'était dit, si je suis humain et si j'ai envie de savoir tel feedback, ça parle de quel sujet, comment je fais? C'est aussi simple que ça. Si je suis humain, je sais que pour que le feedback soit rattaché à la catégorie livraison, il faut que je regarde quelque part, il faut que je vois quelque part dans le feedback livreur, ou je vois colis, ou je vois paquet, je vois ce genre de choses, ou non reçu, ce genre de choses. Si je vois que c'est délai d'attente, je vois attente, je vois trop longtemps, je vois ce genre de choses aussi. Donc, et nous, humains, on a développé cette connaissance naturellement de ce que c'est la sémantique, ce qu'on appelle la sémantique, du coup, la sémantique associée à chaque sujet dans la vie. Quand on parle de catastrophes naturelles, on sait de quoi ça parle, c'est quoi, les volcans, les machins, etc. Et quand on fait la labellisation pour de l'apprentissage supervisé, on comprend les catégories et dès qu'on retrouve un signal de cette catégorie, on tag par la catégorie en question. C'est comme ça qu'on réfléchit en tant qu'humain. Tout le but du jeu, c'est de refaire la même chose, mais par une machine. C'était ça le but du jeu, c'est de retrouver cette connaissance humaine pour chaque catégorie que le client définit. Donc, c'est du non supervisé, mais avec une idée, une approche supervisée. Et ça, comment on le fait? On le fait par différentes étapes. Au début, on dit, OK, j'ai plein de feedback et j'ai des catégories. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 catégories. Je commence par associer quelques mots-clés à chaque catégorie. Donc, mots-clés par un humain. Il laisse entre 3 et 5 mots-clés sont suffisants. Par exemple, pour produit, je donne 2-3 exemples de produits. Pour marketplace, pareil. Pour la livraison, 2-3 exemples, enfin 2-3 mots de produits. Donc, ça donne un site, ça donne une initiation. Ensuite, on fait un premier enrichissement. C'est-à-dire, on prend les mots pour la catégorie et on cherche les antonymes, les synonymes associés à chaque mot que l'expert a donné, donc entre 3 et 5 mots. Ça nous permet, par exemple, si je prends un seul synonyme et un seul antonyme, donc 2 pour 5 mots clés laissés pour la catégorie livraison, on a 10 mots. Ensuite, sur cette base de 10 mots, je commence à avoir une certaine description par quelques mots-clés de la catégorie. Je fais une similarité. Similarité par n'importe quelle méthode, du classique, du Jacquard, ou des choses un peu plus compliquées, de la cosine avec de la réduction de dimension, c'est ce qu'on fait nous. Mais en tout cas, vous faites une similarité, peu importe la méthode.
on va déjà capter des verbatims qui sont plus ou moins courts ou qui sont assez typiques, c'est-à-dire ils ne sont pas très différents des autres, pour lesquels les mots-clés qu'on a, les 10 mots-clés qu'on a retrouvés à l'étape d'avant, se retrouvent déjà en partie ou totalement dans ces verbatims. Donc, on dit que en fixant un seuil là-dessus, on dit par exemple, si sur les 10 mots-clés, il y a 6 qui se retrouvent déjà dans le verbatim, on est sûr que ça part de ce sujet. Donc, on prend l'ensemble des verbatims, donc là, les inputs, on prend l'ensemble des inputs qui ont été rattachés à coup sûr aux catégories dans cette première itération, et on les enrichit, c'est-à-dire on extrait l'information, on les tokenise, on prend les mots signifiants, etc., et on enrichit la connaissance par les mots-clés qu'on a de la catégorie en question, de la catégorie livraison. Une fois on a fait ça, on est passé de 10, par exemple, à 40, parce qu'on a pris que pour chaque livraison, les X inputs, les X documents, les X verbatims qui partent de la livraison. On enrichit, on a des mots-clés. Maintenant, on a envie de savoir comment j'enrichis encore plus la connaissance que j'ai sur chacune de ces livraisons, de ces catégories. Et là, on fait par deux types d'embedding. Vous connaissez sûrement les word embedding, c'est une manière de dire que deux mots sont proches, finalement, que livraison et colis sont proches. Parce que ces deux mots ont une représentation vectorielle que si on projette l'une sur l'autre, il y a une distance élevée, où il y a un écart, si on parle d'écart, un écart très faible. Et du coup, ce qu'on prend, on prend chacun des mots qu'on a dans l'étape d'avant, et on dit quels sont les mots qui sont dans la nature, dans le langage commun, en français, en anglais, les plus proches. Par exemple, quand on dit caissière, quels sont les mots qui sont proches de la caissière dans un modèle pré-entraîné de word embedding. Et je prends les N mots, les 10 mots, par exemple, les plus proches pour chacun de ces mots dans le dictionnaire d'avant. Et je fais un enrichissement. Ensuite, j'enrichis encore une fois par du embedding entraîné sur le corpus du client, donc sur du langage spécifique. Et du coup, ça donne aussi les mots qui sont un peu techniques, les termes un peu le jargon, etc. On capte par un embedding qui est fait maison sur le corpus des verbatims du client. Ça nous fait encore un enrichissement. Et tout ça, ça empile, ça crée un dictionnaire de plus en plus large, jusqu'à avoir un dictionnaire de 250 mots, de 300 mots, de 400 mots. Une fois on arrive sur cette partie-là, on fait la consolidation. C'est-à-dire, on a enrichi la méthode on a enrichi chaque catégorie par des mots-clés. On crée un overlap parce qu'il y a des mots qui se retrouvent dans plein de catégories différentes. Et le but, c'est de dire, j'élague un peu, j'allège un peu les dictionnaires pour garder que les mots qui sont très proches de leur catégorie. Et là, on utilise une distance par rapport à cela. Ça dépend, vous prenez n'importe quel nous, on utilise un score qui s'appelle FAC, Functional Awareness Component, qui est bon, c'est une distance pour dire à quel point le mot dans la catégorie se retrouve uniquement dans la catégorie, mais pas dans les autres. Et ça nous permet de passer, par exemple, de 400 mots où on a élargi par différentes méthodes à un dictionnaire beaucoup plus petit qui permet à peu près de se rapprocher à ce que l'humain a en tête quand il fait de la classification manuellement. On a comparé cela par rapport à des enquêtes, par rapport à des approches supervisées, et on a été vraiment agréablement surpris. Les résultats sont là. Ce que vous allez voir, c'est que selon la méthode, c'est-à-dire il y a plusieurs façons c'est-à-dire on prend que les mots-clés initiaux et on dit que c'est ça le dictionnaire, on fait la similarité, soit on enrichit par de l'embedding simple, on fait de l'embedding plus de cette partie effacée pour supprimer les mots redondants, etc. Et dans pas mal de cas, on a des performances qui sont aussi bonnes que du supervisé, surtout quand le nombre de catégories est élevé. Parce que l'approche, c'est en fait, contrairement au supervisé où on perd en performance quand je classifie sur 200 classes, sur 200 sujets, voilà, j'ai une loss qui est beaucoup plus éclatée, donc je perds en accuracy.
Là, l'approche, elle est totalement indépendante du nombre de clusters, du nombre de catégories. Donc, quand le nombre de catégories est augmenté, enfin, est grand, j'ai une performance qui est égale, voire meilleure que le supervisé là-dessus. Et ça nous aide beaucoup. C'est le cœur de notre approche. C'est une techno propriétaire, donc ce n'est pas du tout open source là-dessus. C'est le cœur de notre approche qui permet d'être très flexible par rapport au client et d'adapter l'analyse selon ses besoins. Je vais vous montrer juste un dernier truc de concrètement comment on utilise cette partie-là. On a une interface pour le client où il peut designer son interface, choisir ses couleurs, mettre son logo, mettre en petit, en grand, gérer ses messages en plusieurs langues, etc. Mais surtout, il a une partie où il définit là, par exemple, je vais dire livraison et je définis mes mots-clés de livraison. Je peux dire, par exemple, je ne sais pas, Covid, et je définis mes mots-clés de Covid. Et ces catégories, donc à tout moment, le client aura accès à welcome.aloriv.com pour définir de nouvelles catégories ou supprimer des catégories existantes et ajouter les mots-clés initiaux. Et il a besoin que de ça pour avoir l'analyse. Ensuite, il clique sur envoyer, son dashboard, il est mis à jour. Et ça donne une flexibilité qui est vraiment, elle est extrêmement appréciée par nos clients. À tout moment, oh là là, j'étais où? À tout moment, je peux changer de catégorie sans qu'il y ait de problème. J'ai perdu le... C'est ça? Non. Oh là là. Ah bah c'est bon, j'ai de la chance. Sans qu'il y ait de temps d'apprentissage qui me permet de ne pas avoir les résultats de suite. Bon voilà. J'espère que c'était clair. Enfin, c'était un peu speed pour garder un petit moment de questions-réponses. Mais en tout cas, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Alors, les questions... il y avait déjà les questions qu'on avait avant, auxquelles on n'a peut-être pas répondu. Dans questions, il y avait la question dans l'onglet questions. Ah, ouais. Il y avait, vous avez utilisé les services d'Amazon ou Google. Alors, l'architecture est complètement principalement sur Amazon Web Services. Et pour apporter plus de détails, nous on est sur une architecture serverless, c'est-à-dire au lieu de louer un serveur tout le temps et de l'utiliser que lorsqu'on a des choses à lui faire, on a des fonctions qui s'exécutent, donc un serveur qui s'allume à l'usage. Donc ça a deux avantages. Un, c'est de ne pas payer un serveur qui tourne à vide. Et un deuxième avantage, c'est qu'en général, ces services-là, ils se scalent automatiquement. C'est-à-dire que c'est Amazon qui va décider, si j'ai 1 million de personnes qui donnent un avis, c'est Amazon qui va décider de me libérer 1 million de fonctions, alors que ça nous évite d'avoir à rajouter des serveurs ou à en enlever en fonction de la demande. D'ailleurs, peut-être sur le speech to text, pour rentrer un peu dans le détail, nous, on utilise comme base Amazon Azure, auquel on ajoute nous, une couche à nous pour l'améliorer. Et c'est intéressant de dire qu'on utilise Amazon Azure pour le speech to text, parce qu'on pourrait imaginer qu'une boîte comme nous, elle ferait tout à la main et le speech to text aussi, mais justement, ça fait partie des challenges quand on crée une boîte, de savoir quel service utiliser pour pas perdre de temps à développer ce qui existe déjà très bien. Carrément, complètement. Ça, c'est des sites aussi importants que les insights, on va dire, plus d'implémentation. C'est comme dit, ça, c'est un peu votre positionnement d'entrepreneur, mais aussi de data scientist, CTO, etc. Dans le sens, OK, c'est cool, on peut tout faire from scratch et tout, mais quels sont les outils managés qu'on peut utiliser? Quelles couches vraiment on est obligé de mettre pour pouvoir customiser? Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes quand on débute, parce que autrement, on peut tout refaire en fait. On peut faire tout le travail des chercheurs d'Amazon, on peut tout faire. Il faut vraiment se concentrer sur le principal et le cœur du métier. Pour vous dire, nous, les deux algos, les deux principaux algos qu'on utilise qui sont perso, c'est celui de classification et celui aussi d'analyse de sentiments par étape de parcours. C'est des choses qui n'existent pas ailleurs. Et quand ça existe, on utilise ce qui existe, que ce soit pour la traduction, l'analyse de sentiments globale, c'est-à-dire pas par catégorie. On n'hésite pas à utiliser ce qui existe déjà, parce qu'il faut se concentrer sur quelques... Pour être bon, il faut se concentrer sur quelques points en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question d'Ismaël. Est-ce que vous avez 0 retraining pour une nouvelle classe? Ouais, vraiment. Justement, du coup, ouais. Zéro retraining, parce que pour servir à une nouvelle classe, pour qu'il y ait des feedbacks rattachés à la nouvelle classe, il suffit
dans l'interface qu'on vous a montré, d'ajouter la nouvelle classe et de définir quelques mots-clés initiaux. C'est tout. Aucun retraining. Younes, il dit, en fait, vu que le consommateur est déjà habitué au système de rating review proposé par Google, Amazon, etc., pour chaque produit, il marche très bien. Votre concept innovant, mais comment va-t-il concurrencer le système existant de review? C'est intéressant, mais je ne sais pas, parce que si on regarde Google, Fnac, les avis par produit sur le site, je pense que c'est plus une question enfin, on est dans cette catégorie de e-réputation, mais en l'occurrence, on s'adresse un peu plus à la marque ou à l'entreprise qui va avoir une analyse. Donc, je pense qu'on est dans un secteur… On peut faire ça aussi, mais on est un tout petit peu différent, je pense, en termes de marché. Pas exactement la même chose. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pour l'entreprise, c'est pas du tout pour que la personne voit la vie. Et quand on commence à naviguer un peu dans ce domaine, le besoin sur des entreprises qui veulent avoir des retours pour améliorer leur expérience client, c'est énorme. Enfin, c'est par rapport aux besoins d'afficher les avis clients sur le site web ou comme ce qu'on fait. D'ailleurs, pour les entreprises, avoir l'avis sous forme d'audio, c'est un gage encore plus de réputation. Ça peut être faux, mais c'est plus difficile à faire de faux avis comme ça. Je crois qu'il y a une nouvelle question tout en haut. Est-ce que c'est tout en haut? Ça, c'est en haut, en fait. Ça. Thank you, it will invent the wheel. Exactement. Réinventant la roue. Comment l'évolution de la solution que les prochaines années. On a vu il y a plusieurs… on a vu dans l'application, quand on donne un avis, c'est un microphone où on parle. Demain, ça sera beaucoup plus animé, ou ça sera un peu gamifié et beaucoup plus interactif. Donc, quand on va parler de la livraison, vu qu'on comprend, nous, automatiquement, qu'on parle de la livraison, on va dire à la personne, OK, on a compris de la livraison, mais en particulier, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, par exemple? Ou, OK, on a compris que vous parlez de la livraison, nous, on a fait telle modification dans le call center. Est-ce que quand vous avez appelé, est-ce que vous avez senti que le temps d'attente il est plus faible? Donc, on peut rebondir sur des sujets pour approfondir encore plus pour ceux qui veulent le faire, tout en gardant la possibilité de le faire en 2 secondes, comme ce qu'on fait maintenant. On a aussi un véritable challenge d'être la référence dans la voix. À l'Oreview demain, ça sera la startup qui fait la voix. La voix, donc l'audio. Et ça, il y aura de l'audio pour du feedback. Et l'audio feedback, il va petit à petit s'écarter, justement, peut-être ça rejoint aussi la question par rapport à des avis Fnac ou autres, va aussi s'écarter du format existant de laisser un avis pour être affiché sur le site web. Il y aura de plus en plus d'instantanés. Juste après l'expérience, avant même d'attendre 2 semaines, j'ai une sollicitation, j'ai un push avec un microphone pour parler. Et ça va directement à la marque. Et directement, j'ai une action derrière. On n'attend pas, en fait. Je sors du magasin, j'ai un bon d'achat. Je sors du magasin, j'ai un remboursement sur le dernier produit. Et ça, on capitalise sur la techno qui permet de faire de l'instantané. Et pour le faire, il faut être encore plus solide dans la partie NLP au sens texte, mais aussi dans le NLP au sens voix. Donc ça, c'est un véritable challenge pour nous. Après aussi, on a un challenge aussi de se connecter au maximum aux environnements clients. Quand on arrive chez Fnac, ils ont un outil de gestion des cas clients, de gestion des tickets, donc quand il y a un problème, quand un client a un problème, de gestion de service client, etc. Tout ça, ce sont des outils différents. Et la meilleure solution, c'est celle qui a réussi à se connecter aux différents composants d'une entreprise, aux différents outils d'une entreprise, à travers des intégrations. Et ça vient aussi un peu avec le temps. C'est un enjeu aussi pour nous capital d'être intégré à tous les outils de CRM, Salesforce, les SAP, etc., à tous les outils de ticketing, Zendesk et compagnie, à tous les outils de mailing, les Mailchimp, etc., et d'être vraiment au centre de l'activité pour gagner du temps dans le déploiement. Et les langues supportées, alors les langues prises en charge, il y en a pas mal. Donc, c'est toutes celles d'Amazon Azure, je dirais qu'il y en a au moins une 20aine. Il y a juste un petit challenge technique sur le fait de détecter la langue automatiquement quand on parle. Donc, c'est une petite limitation, mais sinon, il y a une 20aine de langues prises en charge. C'est-à-dire qu'on peut faire choisir l'appli entre 3 langues différentes, 4 langues différentes.
Donc, en fait, il faut en amont, en fonction des enseignes, choisir les 4 langues à détecter automatiquement ou jouer un peu avec qui sont les cibles à qui on envoie. Exactement. Question de Diaby sur la partie RGPD, justement. En fait, le point un peu, la réponse globale, c'est que quand on appelle un service client, on appelle Aéroport de Paris, c'est 3950 hein, si vous voulez appeler l'aéroport de Paris. Donc, si vous appelez l'aéroport, on va vous dire votre conversation, elle va être enregistrée pour des fins d'amélioration de qualité de service. Hein, c'est ça le script. Nous, on appelle pour savoir si on a le droit de voyager ou pas, mais on nous dit que la conversation, elle va être enregistrée. Donc, le motif de la conversation, ce n'est pas le motif d'appel. Et ça, de point de vue RGPD, c'est un problème parce que la personne appelle pour un autre sujet à la base. Mais par contre, on enregistre donc on a le droit, on a l'obligation de lui demander son autorisation. Nous, c'est différent. Oui, on traite la voix, donc on a ce sujet, mais par contre, quand je reçois une notification, quand je scanne un QR code, je reçois un email ou un SMS avec le lien vers la page Allo Review, c'est de ma propre initiative où j'ai cliqué sur le lien, j'ai cliqué sur le microphone et je vais parler. Donc, je l'ai fait spontanément pour laisser mon avis, pour la marque à l'oral. Donc, c'est une démarche totalement spontanée qui vient du client, de sa propre initiative, avec son accord, où on n'a pas de problème par rapport à le traitement de la voix qui a été longtemps un problème dans les call centers, dans les centres d'appel. Nous, on a les limitations en termes de RGPD, c'est pas vraiment des limitations, mais juste c'est un choix, c'est une communication à faire. Quand on travaille avec un client, on lui dit les datas, on va les conserver X temps. Nous, on a pris 6 mois de conservation. Et à chaque instant, la personne qui a laissé un avis a le droit d'écouter, de supprimer son avis, parce qu'elle a changé d'avis ou parce que juste elle n'a pas envie elle a compris plus tard que elle a donné sa voix. Donc, on donne cette flexibilité, mais ce sont des choix que chaque entreprise les fait toute seule. Il n'y a pas vraiment de contrainte RGPD là-dessus. C'est un choix, en fait. Nous, on a pris ce choix-là. Mais voilà. Merci beaucoup. Il y a Sophie, j'ai pas du tout. Non, c'est pas Sophie. Sur la question des CV. C'est Sophie, ouais. Un truc simple, honnêtement, ne prends pas la tête. Une offre d'emploi, c'est du texte, c'est un corpus textuel, et un CV, c'est du texte aussi. S'il y a du matching, c'est qu'il y a des mots dans le CV qui se retrouvent dans l'offre d'emploi, qui se retrouvent soit du strict, soit la sémantique associée. Par exemple, j'ai dit Python et Dev, enfin n'importe quoi, mais exemple. C'est que sans citer le mot exact, je retrouve sa sémantique. Franchement, prends le corpus, prends l'input et l'output, clean un peu pour pas qu'il y ait des choses qui servent à rien. Tu as 2 corpus, tu as une succession de mots, fais une similarité de la cosine avec un peu de réduction de dimension pour pas que ça soit écarté pour l'élan, pour pas que les petits CV soient pénalisés par rapport à des grandes offres d'emploi, et ça te donnera déjà des résultats. Prends un seuil de similarité de 0,7 ou de 0,6 en fonction de ce que tu as mis dedans, et déjà, tu auras des résultats, sans te prendre la tête beaucoup, je pense. Hein. Après, une question intéressante de Nada sur est-ce que Capgemini est une bonne expérience pour entreprendre pour la suite. Je vous laisse répondre. Après, moi, j'ai un avis dessus, pas sur Capgemini, mais de manière générale sur. Je ne serai pas du tout neutre dans cette réponse parce que j'aime beaucoup Capgemini et Capgemini, c'est un client. Donc, est-ce que la réponse… Non, mais je vais prendre le relais. Je sais que c'est touchy, mais je prends le relais. Honnêtement, je pense que là, vous serez d'accord, les gars. Si tu veux entreprendre, tu as une seule chose à faire, c'est entreprendre. Moi, je ne crois pas trop au discours que j'entends depuis tout petit, où il faut faire une expérience, je ne sais pas où, expérience, apprendre. Chaque parcours a ses avantages, ses inconvénients. Mais si tu sais qu'à un moment donné que tu veux entreprendre, il faut juste y aller, vraiment. Est-ce que tu apprendras en 6 mois dans l'entrepreneuriat, même si Capgemini ou d'autres boîtes, ou ce qu'on veut, évidemment, ont de bons apports. Ce que tu vas apprendre en 6 mois, ce sera forcément beaucoup plus utile que ce que tu apprendras par ailleurs. Vraiment. Dans n'importe quelle boîte où tu es salarié, ou consultant, ou même DG, si tu veux. Vraiment. Donc, moi là-dessus, j'entends souvent cette question, est-ce que je devrais faire ça avant de me lancer et tout. Si vous avez en tête de vous lancer, pour moi, il ne faut pas attendre. Il faut y aller directement.
Moi, j'ai été que 6 mois chez Capgemini en stage et j'ai fait ça directement après mes études. Donc, pour répondre à la question, quelles sont mes études de formation, j'ai d'abord fait une licence et un master en mathématiques et physique à Londres. Et ensuite, je suis allé étudier, j'ai fait un diplôme en data science, un double diplôme Polytechnique HEC. Et j'ai appris justement, ça va un peu compléter, ça va être une double réponse. Par exemple, le développeur, j'ai toujours programmé à côté de mes études. Le moment là où j'ai vraiment progressé, c'est lors d'un stage que j'ai fait dans une startup. Donc, comme quoi, les startups, parfois pour les stages, c'est vraiment les meilleures expériences. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat, commencer tout de suite après les études. Donc, moi, j'ai commencé tout de suite après les études. Mais d'un côté, je pense que ça a été vraiment une chance de travailler avec Ziad et Marie qui avaient l'expérience dans le conseil. Alors, je pense que je peux donner la réponse que dans le B2B en particulier, parce que je pense que dans le B2B, il y a un vrai challenge de parler à des entreprises et de connaître un peu ce milieu corporate des boîtes que je connaissais beaucoup moins que Ziad et Marie. Donc, en tout cas, pour le B2B, je dirais que c'est pas mal au moins de s'associer avec quelqu'un qui a de l'expérience dans le contact avec les entreprises. Ouais, je pense. J'aurais pas su, sans eux, le faire aussi bien. Enfin, j'aurais appris, je pense, par l'expérience, par la force des choses. Beau, hein. Mais ça aurait pas commencé aussi bien. C'est très beau. C'est sûr, c'est sûr et certain. Comme on l'a dit, chaque parcours a forcément ses avantages. Tu vois. Nous, on voit par exemple des personnes qu'on croise souvent, qui ont 19 ans, qui se lancent. Et là où il y en a, on peut se dire, ouais, pas d'expérience, pas forcément justement cette vision de ce qui se passe, par exemple, dans les grands groupes, de ce qui se passe vraiment sur les process, que ce soit sur plein de sujets, de comment contacter vraiment des personnes et tout. Mais ils ont cette légèreté de dire, ok, tu sais quoi, je vais aller voir autre chose, il y a plein de trucs à faire. Il y a cette légèreté qui est aussi hyper intéressante quand tu entreprends. Donc, il faut vraiment essayer de tirer le meilleur, tu vois, de chaque parcours entre nous. Et voilà, et puis se lancer, quoi. Et ouais, c'est cool de créer des boîtes. Ouais, franchement, c'est un métier en soi. Hein. Alors, je pense que l'entrepreneuriat, on comprend les gens qui créent des boîtes et qui enchaînent sur les créations de boîtes. Je n'ai pas l'impression que c'est un truc duquel on peut revenir vraiment. Mais après, voilà. C'est très motivant. Perso, je suis arrivé dans la création de la boîte. Après 4 ans de CDI chez Capgemini, donc quelque part c'est utile aussi. Donc ça ne veut pas dire que si on lance pas une boîte c'est un mauvais choix, ou si on a fait que du CDI c'est un mauvais choix aussi. C'est vraiment faire une part de chance, il y a une part d'opportunité, il y a une part de contexte aussi, familial, personnel. Voilà quoi. Donc c'est vraiment un choix de chacun de le faire. Après bon, si on a le temps. Franchement, si on a le temps, si on n'a pas de contraintes, si on n'a pas de crédit, si on n'a pas d'appart à payer, si on n'a pas de maison et d'enfants à nourrir, pourquoi pas, honnêtement, ça vaut le coup. Quand on a envie de faire, il y a une opportunité, pourquoi pas. Après, être salarié, il y a plein de très belles boîtes où on peut être salarié, où on peut entreprendre en interne. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ouais, merci beaucoup. Vraiment, merci à tous pour vos mots très très gentils. Ça nous fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Le meilleur truc que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de liker la page LinkedIn, parce qu'il y aura une suite d'articles sur la voie qui va sûrement vous intéresser. Les technologies, comment ça va, le marché, comment il évolue là-dessus, etc. Et ça vous permettra de le voir en premier quand ça sort. Merci beaucoup Zied, merci beaucoup Adrien, c'était super cool, hyper intéressant. Merci pour l'invitation. Carrément, puis on va certainement se recroiser là dans les prochains mois. Et bon,